Bonjour, bienvenue à ce webinaire intitulé Comment automatiser la protection de vos applications dans un contexte cloud hybride ou multi-cloud. Je me présente, je suis Amaury Leroux, chargé de marketing chez Roland Schwartz Cybersecurity et je suis en présence de Maxime Gollet qui va faire de la présentation de ce webinaire. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Bonjour Amaury, ça va très bien et toi? Impeccable, tu peux te présenter en deux mots? Oui, pas de souci. Donc Maxime Gollet, je suis ingénieur avant-vente chez Roland Schwartz Cybersecurity depuis 2015. Je travaille principalement sur la technologie WAF et depuis un peu plus d'un an spécialisé sur toute la partie automatisation et cloud. Merci Maxime. Si vous êtes là, c'est que vous êtes concerné par la sécurité et l'automatisation dans le cloud de vos applications. Avant de commencer, je souhaite partager avec vous quelques détails techniques. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien pour y accéder autant de fois que vous le souhaiterez. N'hésitez pas également à poser tout au long du webinaire vos questions qui seront les bienvenues et auxquelles nous répondrons en toute fin de session. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire et Maxime, je te laisse la parole. Merci beaucoup Amaury. Donc par rapport à ce webinaire, nous allons commencer par présenter l'Injada. Donc, dans un premier temps, nous allons faire une petite introduction par rapport au cloud, donc un petit rappel par rapport aux enjeux au niveau du cloud. Ensuite, nous aborderons comment automatiser la protection de vos applications dans un contexte cloud, multi-cloud et également cloud hybride. Ensuite, nous allons voir comment Roland Schwartz Web Application Firewall pourra vous accompagner dans cette automatisation de la protection. Nous finirons par une petite conclusion qui terminera ce webinaire, qui prendra vraiment le résumé de tout ce que nous aurons vu. Et ensuite, nous aborderons les questions-réponses que vous pourrez avoir. Donc, tout d'abord, le cloud. Donc, quels sont les bénéfices du cloud aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils de transformation numérique. L'actualité, toutes les technologies font que tous les déploiements, toutes les sociétés s'amènent vers le cloud pour différentes raisons. Donc, les premières, ça va être vraiment par rapport à un déploiement agile, respecter certains processus de développement, respecter différentes contraintes comme du DevOps, du DevSecOps. Ensuite, de ce fait, dans le cloud, on va avoir besoin de faire tout ce qui est automatisation, augmentation, amélioration de tous les éléments de la chaîne avec le moins de ressources possible, de vraiment besoin de tout automatiser, faire du paiement éventuellement à l'usage, acheter des licences pour une charge nominale et ensuite faire du déploiement avec un paiement à l'usage qu'on appelle en anglais Pay as you go. Avoir au niveau du cloud toute la partie évolutivité, flexibilité, durabilité au niveau d'un cloud sans avoir à gérer toute la plateforme derrière. De l'optimisation des ressources, donc optimiser les ressources au niveau du cloud, que ce soit au niveau des coûts, mais d'un point de vue technique, au niveau déploiement. La disponibilité à la demande. Le cloud a ce grand avantage de pouvoir fournir de nombreuses instances préconfigurées dans différents domaines, que ce soit des instances Linux, Windows, des WAF, des load balancers, etc. Et ensuite, ça peut vous aider à réaliser des économies importantes dans vous affranchissant d'une partie de votre infrastructure en local. Donc, dans le cloud, on a tout d'abord, dans les différents types de cloud, on a le cloud privé. Le cloud privé, c'est le cloud qui tourne dans un environnement qui vous est réservé, qui tourne en 24/24 et qui va vous être dédié et sur lesquels vous avez une maîtrise complète de ce cloud. Ensuite, on a le cloud hybride. Ça va être une combinaison entre le cloud public et le cloud privé. Donc, ça va être, vous allez avoir une partie qui va être dans un cloud privé, par exemple, dans vos data centers ou chez un de vos hébergeurs, et l'autre partie sur un des providers cloud que l'on peut retrouver sur le marché. Et principalement, dans le cloud hybride, on va utiliser votre infrastructure de cloud privé par défaut et le cloud public va être utilisé pour faire de la gestion de débordement de trafic. Et le cloud public va offrir une flexibilité donc par rapport à toutes les évolutions des services que vous pouvez avoir de manière automatique et entièrement scalable. Cette flexibilité a forcément un coût d'un point de vue cloud provider, mais en rapportant sur la totalité de votre infrastructure, vous allez pouvoir également réaliser des économies. L'avantage d'un scénario un cloud hybride, ça va être, ou multi-cloud, va être de vraiment bénéficier de toutes les technologies en étant agnostique du cloud de l'hébergeur directement. Ne pas mettre tout
votre infrastructure à un endroit unique, le répartir pour vraiment avoir une disponibilité la maximale et garantir la sécurité à tout point. Dans le cloud, donc, on a généralement donc, un cloud privé, un cloud public. Donc, ça va être quel que soit le socle technologique que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous allez un cloud privé pouvoir utiliser une infrastructure que vous avez en local ou un hébergeur qui vous dédie une infrastructure. Utiliser un cloud public avec les principaux cloud providers que l'on peut rencontrer. En amont, pour répartir cette infrastructure, vous allez pouvoir utiliser un load balancer au format cloud qui va faire de la répartition au niveau des instances de manière globale pour dire je redirige mon trafic dans un premier temps vers mon infrastructure privée et en débordement, je passerai sur cette infrastructure cloud. Donc, d'un point de vue trafic et en termes d'administration, on va pouvoir utiliser un orchestrateur qui va piloter les solutions, les différentes solutions, quel que soit l'emplacement dans lequel elles se trouvent, qu'on soit en cloud privé, en cloud public, pour faire comme si on était sur un point unique. Au niveau des services cloud, il existe différents niveaux de services qui vont fournir plus ou moins de flexibilité. Donc, tout d'abord, ça va être la partie software as a service, donc qu'on appelle le SaaS, qui vont être généralement dédiés pour des utilisateurs finaux ou pour des sociétés sur lesquelles la gestion est compliquée, il n'y a pas d'administrateur à plein temps pour pouvoir utiliser une solution. Donc, ça va être des solutions comme Google, comme Microsoft, comme des WAF as a service, sur lesquels vous souscrivez un service, mais vous ne gérez pas du tout la plateforme qui est en dessous. Ensuite, vous avez la partie plateforme as a service qui va vous fournir un peu plus de contrôle, qui va être plus orienté pour des développeurs qui vont vous fournir une plateforme et sur lesquels vous allez avoir un service qui est hébergé sur cette plateforme-là, sur lesquels ensuite vous allez gérer intégralement ce service. Et ensuite, on a la partie infrastructure as a service qui, elle, va être plus orientée vraiment pour la partie administrateur réseau, tout ce qui est administrateur au niveau de l'IT et sur lesquels vous allez avoir une maîtrise complète de votre infrastructure. Donc, ça va être juste la partie hébergement qui va être déportée. Ça peut être hébergé sur un cloud public comme Amazon, comme Google, comme Microsoft, mais également des infrastructures, on va dire, privées, comme des technologies VMware ou autres, sur lesquelles vous allez avoir une main complète et sur lesquels vous allez gérer toute la partie infrastructure. Derrière, par rapport à ces différents besoins, qu'on soit en infrastructure as a service ou plateforme as a service, nous allons avoir besoin d'automatisation. Derrière, on va avoir tout ce qui est développement et tout ce qui est opérationnel qui vont se réunir au sein d'une même équipe, qui vont fonder la partie DevOps, sur lesquels on va construire un environnement de déploiement sur lesquels on va produire toute une configuration. Donc, toute la configuration que l'on va déployer, que l'on va vouloir déployer en termes d'infrastructure et en termes de configuration, de sécurité, on va utiliser différents logiciels, différents outils qui vont être mis à notre disposition. Là, par exemple, dans ce schéma, vous avez en exemple d'utiliser des scripts Terraform pour déployer la partie infrastructure de nos solutions. Et ensuite, on a la partie, par exemple, Ansible ou des scripts qui font faire appel à des API pour gérer toute la configuration des WAF, Rohde & Schwartz Cyber Security. Ensuite, une fois que j'ai déterminé toute cette phase de construction, on va passer à la phase d'exécution, donc la phase de déploiement au niveau de l'infrastructure. Donc, on va exécuter les scripts par un orchestrateur, que ce soit un orchestrateur privé ou un orchestrateur public. Et ensuite, on va pouvoir déployer à différents types d'instances comme toute une partie, la partie réseau de l'infrastructure, la partie application, la partie load balancer, mais également la partie Rohde & Schwartz WAF. Par rapport à toute cette partie automatisation, tout ce qui est partie cloud, on a besoin également d'évolutivité. Donc, on a besoin, donc, dans la partie évolutivité, derrière, de pouvoir on va avoir besoin de faire l'évolutivité. Donc, au niveau de l'infrastructure, les besoins vont être grandissants, qu'on soit sur des clouds publics, clouds privés, et on va pouvoir faire une évolution de deux types de façons. Une évolution verticale, donc on va augmenter les performances de l'équipement, on va souscrire à une gamme de machines virtuelles, une gamme d'instances supérieure qui va permettre de pouvoir gérer plus de trafic en gardant le même nombre d'instances au total,
et on a une scalabilité horizontale sur lesquelles on va garder l'infrastructure existante et sur lesquelles on va rajouter des instances supplémentaires. Dans la partie cloud public, on va avoir différents types de licences pour pouvoir faire cette partie scalabilité. On va avoir les licences de type Bring Your Own License, qui vont être des licences fournies par Rohde & Schwartz Cybersecurity, qui vont vous permettre de déployer des infrastructures dans ces clouds publics, sur lesquels vous allez souscrire uniquement aux frais de l'infrastructure, donc sur la partie consommation en termes de mémoire, en termes de calcul, en termes de stockage et en termes réseau. Et ensuite, toute la partie licence logicielle vous est fournie par Rohde & Schwartz Cybersecurity sous forme de licence perpétuelle. Et deuxièmement, vous avez une licence qu'on appelle licence Pay-as-you-go, qui vont être des licences illimitées fournies directement au sein du cloud provider, sur lesquelles vous souscrivez directement et qui vont être des instances plus dites éphémères pour gérer des besoins en termes de pic de trafic. Donc ensuite, comment automatiser la protection des applications dans un contexte cloud? Donc dans ces cas-là, on va avoir différents cas d'usage pour avoir une stratégie de cloud hybride. Donc la première va être la partie disponibilité. On va avoir une couverture du trafic habituel en interne et tout ce qui est la partie pic de trafic dans un ou plusieurs clouds publics. On peut également imaginer d'être uniquement dans un cloud public et d'avoir des WAF en nominaux et ensuite gérer la partie scalabilité horizontale ou verticale en fonction du besoin. La partie sécurité, c'est que vous allez pouvoir, dans un cloud hybride, conserver toutes les transactions données sensibles en interne et ensuite déléguer à la partie cloud uniquement les données qui vont être moins sensibles. Vous pouvez déployer, sécuriser vos applications critiques et les conserver en interne et dans le cloud, mettre uniquement des données, des applications standards sur lesquelles vous n'avez pas de données sensibles ou des données utilisateurs qui peuvent véhiculer. Et ensuite, la partie performance, c'est on va gérer en interne comme en externe toute la partie performance habituelle que vous pouvez avoir en regardant les consommations que vous pouvez avoir. Et ensuite, derrière, la partie cloud va venir en renfort de cette consommation qui va vous éviter d'avoir des infrastructures permanentes à déployer en interne en utilisant le cloud public. Dans les différents challenges que l'on a avec un cloud hybride, donc on a, comme beaucoup, au niveau sécurité, on va souvent se référer à la face cachée de l'iceberg et la face visible. Dans un cloud hybride, on va avoir le même concept sur lesquels on va avoir les avantages des clouds publics que l'on va retrouver dans les principaux cloud providers. On va avoir l'optimisation des coûts sur lesquels on va pouvoir avoir directement sur cette partie cloud, augmenter, améliorer les coûts et mieux gérer les coûts dans le sens où je vais pouvoir uniquement déployer des instances à la demande en fonction du besoin que je vais pouvoir avoir et non pas devoir souscrire une licence permanente pour dire je dois gérer un pic du trafic qui va durer peut-être 1 heure par mois. Et ensuite, on a également la face cachée d'un cloud hybride ou d'un cloud public. Ça va être le verrouillage des fournisseurs dans le sens où vous allez pouvoir adhérer au niveau du cloud, si vous mettez tout sur le cloud public, directement à un provider cloud spécifique. Et ensuite, derrière, si vous prenez une technologie WAF fournie avec ce cloud, derrière, vous allez adhérer directement à ce provider-là. Et si vous avez besoin demain de migrer de fournisseur, la migration va être beaucoup plus compliquée que si vous êtes agnostique de l'hébergement. La prévisibilité des coûts. Donc, derrière, vous avez une meilleure maîtrise des coûts dans le sens où, si vous avez besoin de déployer des nouvelles instances, dès le départ, vous allez savoir combien va vous coûter l'instance et de ce fait, prévoir de manière plus fine votre budget. On a la cohérence de la sécurité. À ce niveau-là, vous allez pouvoir uniformiser la sécurité, que vous soyez en interne ou en externe, en déployant la même technologie de sécurité, quel que soit le socle technologique sur lequel vous allez déployer vos instances. Et vous allez pouvoir éviter la multiplication des compétences à ce niveau-là pour garder les mêmes compétences sur une seule technologie, qu'on soit en privé ou dans un cloud public.
Dans les enseignements que l'on va avoir dans une stratégie de cloud hybride, on va avoir donc toute la partie processus flexible, donc avoir une stratégie de flexibilité en termes de déploiement, en termes de gestion, la haute disponibilité, derrière pouvoir augmenter le nombre d'instances pour gérer l'évolutivité, mais également la haute disponibilité de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus granulaire et avec des coûts plus restreints, plus réduits sans avoir toute la partie infrastructure en local. Les ressources illimitées. Dans les clouds publics, dans votre cloud privé, vous avez des ressources qui sont, on va dire, des ressources figées, statiques. Et dans la cloud public, vous pouvez déployer un nombre illimité de ressources par rapport à vos besoins. Et de ce fait, vous allez pouvoir optimiser le coût du TCO, faire tout ce qui est coût d'investissement, coût de possession. Vous allez pouvoir l'optimiser en gérant mieux les budgets avec ce déploiement dans un cloud hybride. Comment Rohde & Schwartz Cybersecurity Web Application Firewall va pouvoir vous aider? Donc derrière, on va pouvoir garantir une sécurité cohérente dans vos applications. C'est-à-dire qu'avec le Rohde & Schwartz Web Application Firewall, vous allez pouvoir utiliser une approche agnostique du cloud provider. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'adhérence sur votre fournisseur cloud, vous allez avoir une solution dédiée et demain, si vous devez migrer de cloud, passer dans un cloud totalement public ou un totalement privé pour passer sur un hybride mais avec des fournisseurs différents, vous allez pouvoir conserver toute la partie sécurité que vous avez mis en place. La partie haute disponibilité et évolutivité, disponible dans toutes les régions, toutes les zones de disponibilité fournies directement par les cloud providers. C'est vous qui restez maître de comment vous souhaitez améliorer ce niveau de disponibilité et comment vous allez le déployer. Ensuite, on a toute la partie et la livraison, la diffusion rapide des applications. Donc, dans toute la partie automatisation que l'on va pouvoir mettre en place, on va avoir avec les orchestrateurs la possibilité de déployer votre application, mais en même temps déployer la sécurité sur notre WAF qui va avec. Et ensuite, les prix flexibles. Vous allez avoir un coût nominal avec des licences au format Bring Your Own License, qui vont vous donner, on va dire, votre fonctionnement nominal, fonctionnement standard que vous avez déjà prédit par rapport à vos applications. Et ensuite, vous pouvez utiliser des instances avec des licences de type pay-as-you-go pour gérer un débordement de façon ponctuelle et prévoir justement ces débordements de façon plus flexible. Au niveau de notre solution, derrière, on va avoir des administrateurs sécurité, des développeurs qui vont être souvent dans des équipes différentes, qui ne communiquent pas forcément. À ce niveau-là, au niveau de Rohde & Schwartz Web Application Firewall, on va avoir une console de management unique. Dans cette console d'administration unique, qu'on soit sur des instances de WAF que l'on va déployer en interne ou en externe, on va pouvoir dire les administrateurs ou les développeurs vont faire appel à l'API du produit. L'administrateur peut également utiliser la console d'administration classique telle que vous pouvez la connaître au niveau de notre solution. Et ensuite, derrière, utiliser l'API avec des développeurs pour automatiser la configuration de manière dynamique dans quel que soit l'environnement dans lequel l'application va se retrouver. Que ce soit sur un cloud de type Microsoft, Google, AWS, on va pouvoir dire via l'API, on va déployer la configuration liée à la partie, pour sécuriser l'application. Et la console de management que l'on va avoir, cette API qu'on va pouvoir utiliser, va être commune, quel que soit le nombre d'instances que l'on va utiliser et quel que soit l'emplacement dans lequel elle va se retrouver. Et ensuite, une fois que toute cette partie a été déployée de manière automatique, là, vos applications vont être protégées comme dans un scénario de déploiement traditionnel. Au niveau de l'automatisation, donc comment fonctionne la partie évolutivité, la partie scalabilité au niveau des solutions? Vous avez de manière traditionnelle un utilisateur qui va accéder à votre application web. Généralement, il va accéder à un load balancer qui va être souvent placé au niveau du cloud provider et qui ensuite va répartir le trafic sur une ferme de serveurs, une ferme de Web Application Firewall qui sont en train de travailler en permanence. Et ensuite, le provider cloud va surveiller ces instances.
Et si le provider cloud détecte par rapport à différents critères que vous pouvez paramétrer, comme par exemple le niveau de CPU qui peut être utilisé, la quantité de mémoire, un volume de trafic qui va dépasser des seuils d'alerte que vous allez prédéfinir, le cloud provider va pouvoir dire, avec cette autoscalabilité, de déclencher la création d'une ou de plusieurs instances supplémentaires jusqu'à ce qu'on descende en dessous du seuil d'alerte que vous avez défini. Et ces instances supplémentaires que l'on va rajouter vont être ajoutées automatiquement au niveau du load balancer pour gérer le trafic. Et une fois que votre pic de charge est passé, au bout d'un temps que l'on va configurer, on va pouvoir nettoyer l'infrastructure et décommissionner les instances qui ne sont plus utilisées. En termes de cloud provider, en termes d'instances, vous allez réduire les coûts, mais également au niveau de l'administration dans notre WAF, vous allez réduire toute cette partie configuration en nettoyant tous les objets non utilisés. Ici, on voit un exemple d'architecture que l'on retrouve de manière standard sur AWS ou sur Azure. À ce niveau-là, vous avez un load balancer qui va gérer deux instances de type Bring Your License qui vont être réparties dans des zones de disponibilité différentes sur la même région afin de respecter les contraintes de SLA de chaque cloud provider. Et ensuite, on va avoir les instances de type pay-as-you-go qui vont être des instances dormantes qui vont être gérées par la partie auto-scaling du cloud provider pour être démarrées au moment opportun. Ensuite, on a l'architecture de type Google qui peut avoir une subtilité, une spécificité au niveau de déploiement, c'est-à-dire qu'on va avoir des instances de type Bring Your License par défaut, ainsi que des instances pay-as-you-go dès le départ pour respecter vraiment les SLA et le mode de configuration au niveau de certains groupes d'instances de façon nominale, et la partie auto-scaling qui va venir pour rajouter des instances à la demande. Si vous avez des questions sur toute cette configuration, ces types d'architecture, n'hésitez pas à les poser au niveau de la plateforme. On reviendra sur ces questions à la fin de la présentation. Ensuite, pour terminer, donc on va faire un petit rappel des différents points que nous avons abordés. On va avoir donc au niveau de Rohde & Schwartz Web Application Firewall une protection avancée et agnostique du cloud que vous pouvez utiliser. Donc, quel que soit le fournisseur cloud que vous utilisez, qu'on soit en privé, en public, notre solution va fonctionner de façon agnostique, sans contrainte, sans reposer sur les éléments de sécurité de ces cloud providers. Nous allons avoir une simplicité de déploiement et de gestion, dans le sens où on va pouvoir utiliser des scripts préconfigurés sur lesquels vous allez pouvoir déployer la partie infrastructure et ensuite utiliser soit des scripts de type Ansible ou faire appel à notre API d'orchestration pour déployer toute la partie configuration. On va avoir la partie scalabilité illimitée adaptée au cloud, sur lesquels on va avoir votre infrastructure fixe en privé et au niveau du cloud, une évolutivité, on va dire, à l'infini en fonction du budget que vous définissez, que vous pouvez avoir sur cette partie cloud. Ensuite, on va avoir l'automatisation maximale des configurations, c'est-à-dire que dans un projet de type DevOps, on va avoir les administrateurs ne vont plus se connecter sur la console d'administration que en cas de souci ou pour regarder de temps en temps au niveau des alertes de sécurité si il n'y a pas de souci, mais tout le déploiement de la configuration, la modification de configuration pour prendre en compte la sécurité des applications sera géré directement de manière automatisée et peut être totalement délégué directement à des développeurs. Et ensuite, on va voir la flexibilité des coûts sur lesquels vous allez pouvoir avoir des licences souscrites directement auprès de Rohde & Schwartz Cyber Security et ensuite des licences flexibles de type pay-as-you-go qui sont souscrites directement auprès du cloud provider sur lesquels vous n'avez pas de contraintes pour faire les débordements de trafic. Je vais rendre la parole à Amaury pour la série de questions-réponses. Ça marche, Maxime, merci bien. Alors, je te propose du coup maintenant de répondre aux différentes questions qu'on a reçues. Alors, la première, quelle différence votre WAF apporte en comparaison de ceux des cloud providers? Alors, notre WAF au niveau des cloud providers va avoir différentes fonctionnalités. Donc, on va avoir dans un premier temps, là, on va être totalement agnostique de la sécurité
de la sécurité et de la plateforme sur le cloud provider. On ne va pas dépendre de ce cloud provider. Donc, demain, vous déployez aujourd'hui, vous êtes sur AWS, sur Amazon. Vous avez votre WAF qui est déployé. Demain, vous avez besoin de migrer vos applications sur Microsoft ou sur Google, par exemple. Derrière, le WAF va continuer à gérer cette configuration. La migration sera vraiment quasiment transparente sans avoir à redéployer la totalité de la configuration. Ensuite, on va avoir par rapport à ces cloud providers des fonctionnalités additionnelles. Au niveau de notre solution, on est vraiment dans un marché où on est dédié sur la partie Web Application Firewall, sur lequel on a des moteurs de sécurité qui sont éprouvés depuis plus de 20 ans, sur lesquels on a vraiment une expertise fine dessus. Et les cloud providers, souvent, ne vont pas proposer une protection totale contre l'ensemble des attaques que l'on peut retrouver sur les applications web, mais également, le cloud provider ne va pas forcément vous proposer une granularité très fine en termes de configuration par rapport à vos applications. Alors, j'ai une autre question. Quels indicateurs sont pris en compte pour la scalabilité? Donc, au niveau de la scalabilité, nous avons différents indicateurs qui sont pris en compte. Nous pouvons se baser sur la mémoire, une quantité de mémoire. Si je dépasse un certain pourcentage de la mémoire pendant un certain temps, je peux déclencher des instances supplémentaires. De même, au niveau du CPU, derrière, si la charge de calcul est supérieure, par exemple, à 50% pendant plus de 5 minutes, je peux dire mon WAF commence à être surchargé. Donc, à partir de là, je déclenche des nouvelles instances jusqu'à temps que je descende en dessous de ce seuil-là. Et également, on peut se baser sur des indicateurs réseau, comme notamment le volume de trafic qui peut passer au sein de nos solutions. Question pourquoi partir sur un cloud hybride? Au niveau du cloud hybride, ça va être comme indiqué dans la présentation, on va retrouver différents avantages du cloud hybride. La première, ça va être de conserver votre partie infrastructure telle que vous l'avez aujourd'hui, sur lesquelles vous avez déjà acquis certains équipements sur lesquels vous avez pu éventuellement déjà avoir un retour sur investissement. Et ensuite, derrière, toutes les applications sensibles que vous pouvez avoir avec différentes contraintes réglementaires qui peuvent être mises en place, derrière, avoir besoin de conserver toutes les données de vos utilisateurs en interne. Et ensuite, derrière, utiliser le cloud uniquement éventuellement en débordement pour gérer des pics de trafic ou pour déployer des applications dites non sensibles. Très bien. Une question par rapport à la configuration du WAF avec Terraform. Pouvons-nous gérer cette configuration avec Terraform? Oui, tout à fait. Donc, au niveau de notre solution, donc on a déjà des scripts Terraform qui sont préconfigurés, qu'on peut télécharger directement sur un espace GitHub Rode et Schwartz, ou derrière en faisant appel aux équipes Rode et Schwartz Cybersecurity sur lesquelles on peut vous accompagner sur l'adaptation de ces scripts par rapport à votre contexte, sur lesquels on va pouvoir déployer toute la partie infrastructure. Et ensuite, toute la partie gestion de la configuration peut être gérée soit par Terraform en utilisant ce qu'on appelle le local exec sur Terraform qui va faire appel à des scripts de notre API, ou directement utiliser des modules Ansible ou faire appel à des scripts API. On avait aussi une question sur comment récupérer vos scripts Terraform, tu viens d'y répondre. Ouais, y a-t-il des différences fonctionnelles entre les cloud providers et le on-premise? Alors, au niveau de ces différents éléments-là, donc ça va être vraiment la partie flexibilité que l'on va avoir. Donc, le on-premise, c'est une infrastructure sur laquelle vous avez la main complète. Vous gérez tout de A à Z sur la partie vraiment infrastructure. Après, avec tout ce qui est déploiement des instances, des applications. Et ensuite, sur la partie cloud provider, on va retrouver vraiment la partie infrastructure data center gérée par le cloud provider. Et ensuite, vous déployez les instances avec la configuration réseau de votre choix. Ensuite, chaque cloud provider va avoir ses spécificités. Qu'on soit chez Amazon, Microsoft ou Google, on va retrouver le même type de fonctionnement. On va avoir des load balancers, on va avoir nos instances WAF qui sont disponibles dans les marketplaces respectifs de chaque cloud provider. Et on va avoir donc vos applications que vous allez pouvoir déployer. Ensuite, ça va être par rapport à différentes contraintes que vous pouvez avoir, par rapport à différents SLA, disponibilité, que vous pourriez vous orienter vers l'un ou vers l'autre. Merci Maxime. On va prendre une dernière question avant de clôturer ce webinaire.
quelles sont les différences avec une plateforme SaaS comme votre offre Cloud Protector? Alors, Cloud Protector est une plateforme de type totalement SaaS. Si on parle de Rohde & Schwartz Web Application Firewall, on est plus sur la partie infrastructure as a service. Donc, on va se déployer nos instances comme si on était on-premise, mais en les déployant sur le cloud provider. De ce fait, vous conservez la granularité de la configuration et de vos applications, comme ce que vous pouvez connaître aujourd'hui on-premise. Cloud Protector va plus être une offre totalement SaaS sur laquelle vous ne gérez pas la partie infrastructure, la partie plateforme. Vous gérez uniquement la configuration spécifique à vos applications. Très bien, merci Maxime. En parlant de Cloud Protector, ça me fait penser que la semaine dernière, nous avons eu un webinaire à ce sujet. On vous enverra le lien dans l'email qui va suivre ce webinaire, si ça vous intéresse. Donc pour conclure. Alors je vois sur le chat qu'il y a une autre question sur laquelle nous n'avons pas répondu. Alors, on parle bien aujourd'hui d'instances de WAF Rohde & Schwartz déployées en front de toutes les applications et pas du module WAF RS intégré à chaque application. Donc ici, on parle bien du WAF Rohde & Schwartz Web Application Firewall qui existe depuis 20 ans, qui est le WAF qu'on déploie on-premise ou dans une instance cloud. Et c'est le WAF que l'on parle intégré à chaque application et le nouveau produit que nous avons lancé, que nous lançons, qui s'appelle Trusted Application Factory et qui, lui, va être déployé avec chaque application pour s'intégrer dans des projets de type DevSecOps. Du coup, on va prendre la question qui reste pour finir. Avez-vous aussi des scripts Ansible? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons des scripts Ansible qui sont dans un stade interne que l'on peut communiquer à la demande auprès de nos différents clients qui ont besoin de tester cette partie scripting. Et ensuite, prochainement, nous allons les publier dans le marketplace, dans l'Ansible Galaxy, pour les rendre publics et disponibles à tout le monde. Très bien. Merci à tous pour vos questions. Pour conclure ce webinaire, un dernier rappel, vous allez recevoir l'enregistrement de cette session dans les prochaines heures. Vous allez pouvoir le regarder en replay. On va donc aussi vous fournir le lien vers le replay de nos anciens webinaires qui suis par exemple sur Cloud Protector la semaine dernière. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question. Merci à tous de votre participation. Merci à Maxime de ta présentation et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup Amaury et à bientôt.